Alors ce soir, oui, je vous présente un livre, effectivement, et aussi un concept d'exposition, celui que vous avez déjà pu voir dans nos vitrines en bas depuis quelques mois, ou que vous allez découvrir si ce n'est pas encore le cas. Et donc je vais revenir dans cette conférence sur la notion même qui nous a occupés, celle des géants et des nains à travers l'histoire du livre et dans les collections de la Fondation Martin van der Meer en particulier. Donc entre choc de simplification, procédure de certification, normes ISO, nos sociétés modernes tendent à uniformiser de plus en plus tous les aspects de notre quotidien. Et le livre n'échappe pas à cette tendance, du moins dans sa forme. Espérons que les contenus seront épargnés et non pas trop standardisés. Mais si l'on dit livre à l'heure actuelle, avouons-le, l'image qui se forme dans l'esprit du grand public, a priori, sauf exception, ça va être celle du livre de poche standard, éventuellement celle d'un roman type Gallimard, un petit peu plus grand, in octavo, voire carrément celle d'un Kindle qui contient en fait toute la bibliothèque qu'on peut transporter avec soi. Alors le livre de poche, dans sa version moderne, a vu le jour en 1953. Là, vous avez le premier livre de poche d'après-guerre. C'est le roman Königsmarck du désormais relativement oublié Pierre Benoît, mais qui à l'époque était un grand auteur français, et donc c'est le premier livre de poche qui voit le jour. Alors il ne faut pas croire pour autant que le concept était totalement révolutionnaire. Il y avait des éditeurs qui déjà par le passé avaient essayé de livrer des produits de petite taille, et on a par exemple au XIXe siècle l'éditeur Charpentier qui dès 1838 crée une édition qu'on appelle la collection Charpentier et qui va donner lieu à des textes de petite taille que vous avez ici en exemplaire. Donc c'est le premier de la collection, ça c'est la physiologie du mariage de Balzac, c'est toute une histoire, toute une aventure dans un titre. Et donc à partir de là, vous allez avoir une grande popularité de l'ouvrage de petite taille et notamment des éditions Michel Lévy qui vont commencer à envahir les kiosques de gare. Nous sommes à l'époque du chemin de fer triomphant et ces ouvrages de petite taille bon marché sont évidemment de plus en plus répandus. Alors pour autant, le livre, dans toutes ses formes, n'a pas connu et ne connaît pas encore de nos jours ces seules dimensions un peu étriquées qui sont celles des livres de poche. Et bien au contraire, dès les premières matérialisations de l'écrit, les supports de l'écriture ont adopté les formes, les natures, les tailles et les poids les plus divers et les plus surprenants, parfois dictés par la nécessité, parfois par la pratique, le simple usage, et parfois par la fantaisie. Alors, nos expositions, comme vous le savez, fidèles en fait aux principes de l'institution, sont souvent façonnées autour des contenus des livres, un aspect très philologique. Alors, sans abandonner ce principe, et en fait nous ne le pourrions guère chez nous, car tous les ouvrages que nous possédons sont liés à ces grands textes qui constituent la littérature mondiale, il a été amusant et intéressant pour nous d'aller chercher du côté de la matérialité du livre, en proposant cette sélection thématique qui était le prétexte à une sorte d'exposition interne enchâssée dans notre exposition permanente. Et c'est ce qui a été inauguré avec le concept de Géants et Nains qui est à l'affiche depuis l'été 2019. Et nous espérons, sur le même modèle, vous présenter en 2023, dans le cadre de la refonte de l'exposition permanente, l'exposition En habit de lumière qui abordera les plus belles reliures conservées en nos rayons. Et vous avez déjà pu l'entrepercevoir, peut-être pour certains d'entre vous, durant l'été 2020, lors de ce hiatus que nous avons dû combler. Alors parler des géants et des nains de la Fondation Bonne Mère, donc de ces livres de l'extrême, c'est bien beau, mais est-ce pertinent avec une collection comme la nôtre, essentiellement, donc tournée vers les textes? Martin Bonne Mère est un bibliophile que je qualifierais de plutôt intellectuel dans sa recherche. C'était un amateur d'éditions originales, de grands textes, certes, mais il semblait finalement assez peu porté vers les jeux, les curiosités typographiques d'édition qui pourraient faire les délices de certains collectionneurs, mais pas forcément les siens. Bien pourtant, chemin faisant, en examinant les rayons de la collection, je me suis aperçu d'une chose assez intéressante et qui était un élément peu, voire jamais à mon avis souligné dans l'histoire de la collection Bonne Mère, c'était l'intérêt marqué de Martin Bonne Mère pour les éditions sorties de l'atelier Parmesan du grand Bodoni. Des textes grand format,
souvent des plus rares, édités à petit nombre, et qu'on ne peut pas trouver ou acheter par hasard. Donc quand vous en avez quasiment l'exhaustivité du catalogue dans une collection, c'est que le collectionneur en question a eu un intérêt marqué et délibéré pour ces textes qui ne sont pas des éditions commentées, qui ne sont pas des éditions originales et qui pourtant sont présents chez Martin Bonnemer. Alors ce goût pour ces ouvrages majestueux de Bodoni, on en verra un tout à l'heure, remontait assez tôt dans le projet bibliophilique de Martin Bonnemer, et j'en veux pour preuve un amusant envoi autographe que j'ai retrouvé en fouillant dans les rayons sur la grande édition, l'édition dite monumentale des poésies de Paul Valéry, qui a vu le jour en 1929. Et sur la page de faux titre de cette édition dite monumentale, qui fait quand même 38 par 28, eh bien on trouve cet envoi autographe. Entre vos livres rares et magnifiques, ce Bodoni, qui ne vaut pas les vôtres, les vrais, s'enorgueillit de reposer discrètement, mon cher Martin Bonnemer. Voilà une dédicace qui date des années d'entre-deux-guerres, à l'époque où Valéry fréquentait la demeure zurichoise de Bonnemer, et on voit bien qu'effectivement le collectionneur appréciait ces éditions de Bodoni qu'il avait déjà recueillies, à tel point que ses visiteurs de marque, comme Paul Valéry, les avaient contemplés et connaissaient son intérêt. De la même manière, on le verra tout à l'heure, le collectionneur a su apprécier quelques petits bijoux, à l'inverse, des petits livres qui sortaient des presses des Elzévirs, par exemple, mais également certains bibelots miniatures particulièrement précieux venant des presses du Gutenberg Museum ou de l'atelier Sangorski et Sutcliffe de Londres, spécialisés dans ce genre de miniardise. Mais revenons un instant aux origines. Géant ou nain, les supports hors gabarit sont très anciens et remontent en fait aux premières civilisations de l'écrit. Dans les ruines de Sumer, de Babylone et d'autres villes mésopotamiennes, on a retrouvé, vous le savez, des tablettes d'argile cunéiforme, dont certaines font seulement quelques centimètres carrés. Alors c'est le cas avec cette tablette qui provient de nos collections et qui est une transaction commerciale enregistrée sous le règne du roi Amisaduqa. C'est l'arrière-petit-fils d'Hammurabi, nous sommes aux environs de 1630 avant Jésus-Christ. Elle est conservée dans nos collections et elle mesure, figurez-vous, 3 cm par 3,8. Alors vous avez ici une photo qui la montre à l'échelle, à côté de quelques objets de notre quotidien, les monnaies bien reconnaissables, et qui vous donne une idée de son gabarit. De la même manière, dans la vallée du Nil, les textes, notamment les rituels funéraires, se déployaient sur des rouleaux de papyrus, vous le savez, mais de longueur particulièrement variable. Alors du côté de la Fondation, nous avons quelques rouleaux qui proviennent de la 21e dynastie, qui était une période troublée, agitée. L'Égypte avait fait scission entre le nord et le sud, où les grands prêtres d'Amon avaient pris le pouvoir, et certains membres du clergé n'avaient plus tellement les moyens de se payer des rouleaux de grand format. Donc ils étaient obligés de prendre des sortes de Reader's Digest. Donc en quelque sorte, le rituel était abrégé en prenant des morceaux choisis, une sorte d'épitomée. Et vous avez ici notre PB 101, qui est actuellement à la restauration chez Florence d'Arbre, de l'autre côté du lac, et qui nous reviendra bientôt flambant neuf ou peu s'en faut. Eh bien, ce papyrus, qui est celui du père divin Henri F.M. Kranzou, a été rédigé aux environs de l'an 1000 avant Jésus-Christ et fait seulement 80 cm de long. Vous avez ici la règle qui vous donne la dimension de ce papyrus. Alors, c'est vraiment la version minimale, la version light, sachant que, à l'inverse, la fille du grand prêtre roi d'Amon, qui était la princesse et chanteuse d'Amon, Nésitamen Bete Sicheru, possédait, elle, un superbe exemplaire qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de papyrus Greenfield, qui est conservé au British Museum. Voici un extrait. Eh bien, ce papyrus mesure pas moins de 37 mètres de long et constitue le plus grand papyrus pharaonique connu. Du côté du monde gréco-latin, quelques exemples nous montrent que les minuscules, cette fois-ci, avaient déjà leurs amateurs. Certains textes étaient devenus des classiques déjà grâce aux travaux d'Aristarque et d'autres savants de la bibliothèque d'Alexandrie, notamment l'épopée homérique, et on s'ingéniait déjà à faire les plus petits manuscrits possibles de ces grands textes. Alors, venant de nos collections, nous n'avons rien d'aussi ancien, mais nous avons une édition d'Horace, une édition londonienne de 1828,
qui, comparé, vous voyez, à une plume sergent-major, vous montre la petitesse microscopique de la police qui a été employée. Concernant ces Homères, ces Iliades et Odyssées miniatures, nous avons le témoignage de Pline l'Ancien qui cite une œuvre perdue de Cicéron évoquant une Iliade d'Homère écrite sur une feuille de parchemin et renfermée dans une noix. Donc vous voyez qu'on arrivait à faire du minuscule. Rabelais, de son côté, a cité également ce témoignage et, pardonnez-moi, et l'académicien Pierre-Daniel Huet se fit fort de distraire le dauphin, fils de Louis XIV, de la même manière, et je cite. « Un jour que le dauphin était au lit à cause d'une légère indisposition, et que nous autres, qui nous lui tenions compagnie, tâchions de l'égayer par nos propos, la conversation tomba sur ce personnage qui s'était vanté, dit-on, d'écrire l'Iliade en caractères si menus qu'il pouvait l'enfermer dans une noix. » Cela parut incroyable à plusieurs personnes de la compagnie. Pour moi, je soutins non seulement que c'était possible, mais encore que je l'exécuterais moi-même. Alors l'étonnement fut général. Il fallut, sous peine de passer pour un présomptueux, justifier ma proposition par le fait. Je pris alors un quart de feuille de papier ordinaire et sur sa largeur, j'écrivis une seule ligne en 6 petits caractères qu'elle contenait 20 vers de l'Iliade. 120 lignes de cette étendue pouvaient tenir facilement sur chacune des surfaces de la page et conséquemment la page elle-même dans son intégralité pouvait contenir 2400 vers d'Homère. Et comme la feuille ainsi divisée donnerait 8 pages, il y aurait la place pour plus de 19 000 vers, et comme les nombres de ce l'Iliade ne dépassaient pas 17 100, alors ma proposition fut démontrée. Vous voyez qu'on s'amusait bien à la cour de Louis XIV dans l'entourage du petit dauphin. Alors, outre la volonté de relever un défi, la création de ces manuscrits ou de ces livres, géants ou nains, relevait également des conditions de leur utilisation. Par exemple, pour les manuscrits médiévaux, il s'agissait de pouvoir disposer des Écritures saintes dans un format plus petit. Nous avons ici l'exemplaire de la Bible dite Bible Rothschild, qui a été calligraphiée et enluminée dans la seconde moitié du XIIIe siècle en France, à une époque où la Bible, de monumentale qu'elle était, commence à prendre les apparences d'un in-octavo gérable par un lecteur individuel. Et petit à petit, au fur et à mesure que la piété personnelle va se développer, on va assister à des records de maniabilité, comme par exemple ici, les très petites œuvres d'Anne de Bretagne, réalisées vers 1490 et qui sont conservées à la Bibliothèque nationale de France. Nous avons mis sur la photo de la BNF cette règle qui vous donne les dimensions du livre ouvert. Nous avons ici un ouvrage mesurant 6 cm par 4 et qui constitue en même temps un chef-d'œuvre absolu de l'enluminure française de la fin du XVe siècle. Alors, qu'avons-nous à la fondation de ce côté-là? Eh bien, ce petit manuscrit, tout à fait exquis, qui est celui en fait d'un recueil regroupant des prières mariales ainsi que 2 traités théologiques et qui provient, en dépit de sa petitesse et de son emploi individuel, d'un couvent. Ce qui nous montre bien que dans ces environnements qui étaient censés employer des ouvrages collectifs, eh bien vers la fin du XVe siècle apparaissaient justement des bibliothèques personnelles détenues par les moines et notamment par les pères abbés, ce qui est le cas ici d'un couvent allemand, qui se faisait confectionner des ouvrages extrêmement maniables. Là, nous sommes sur un ouvrage qui fait à peu près 6 cm de haut seulement. Mais il faut reconnaître que l'imaginaire collectif est très souvent associé, en ce qui concerne le manuscrit médiéval, à un usage d'ouvrages de grande taille. On a tous en tête, effectivement, le manuscrit tellement couvert de reliures en bois et ferré qu'il devient dangereux si par hasard il devait tomber sur la tête du moine dans la bibliothèque du monastère. Alors c'est justement dans un monastère, au sein de l'abbaye bénédictine polonaise de Podlaziec, qui a été détruite au XVe siècle par la révolution hussite, que vit le jour ce manuscrit extraordinaire qu'on appelle le Codex Gigas. Bon, vous comprenez vite pourquoi. Hein. C'est un ouvrage qui mérite bien son nom, en effet, puisqu'il mesure pas loin d'1 mètre de haut, 97 cm exactement, pour 50 de large, et il a été confectionné à partir de la peau de 156 bêtes
qui ont été employés pour constituer ces 312 feuillets de parchemin. Alors c'est une œuvre qui contient à la fois l'Ancien, le Nouveau Testament, des traités de médecine, alors ça je pense que ça fera plaisir à Gérald, une chronique de la Bohème, bref une sorte d'encyclopédie universelle, et on l'a appelée également la Bible du diable parce qu'elle présente effectivement cette très impressionnante enluminure que vous voyez ici en page de droite et qui représente un diable cornu, fourchu, très effrayant. Figurez-vous que ce texte, ce manuscrit, a été l'œuvre d'un seul moine copiste qui s'appelait Hermann le Reclus, on comprend pourquoi aussi, et qui a profité justement de sa réclusion pour mener à bien ce travail pendant 25 ans et l'achever en 1229. Alors quant au poids, parce que qui dit taille dit poids aussi, eh bien on pourrait dire que c'est quasiment le poids d'un âne mort, 75 kilos. Donc là, on a effectivement un master parmi les manuscrits médiévaux. Alors on n'a pas autant à la Fondation, mais on a quand même ce manuscrit de Gratien qui mesure 50 cm de haut et pèse, bon an mal an, c'est 8 kg. Et je vous assure qu'effectivement, quand il s'agit de l'installer en vitrine ou même de le consulter tout simplement, c'est quand même un moment très physique. À partir du milieu du XVe siècle, cette fois-ci, c'est l'art typographique qui est mis au point. Et les premiers imprimeurs, les premiers typographes ne vont pas résister longtemps au plaisir et à la tentation d'expérimenter les limites techniques de leur art naissant. Et dès le 13 décembre 1468, donc on est 13 ans après la vie de Gutenberg, l'imprimeur Pierre Schoeffer achève un diurnale moguntinum, donc un diurne à l'usage de Mayence, qui fait seulement 9,5 cm de haut. Alors au fil des siècles, ils ont été nombreux à essayer justement d'aller dans le petit. Certains se sont fait une spécialité d'allier la beauté du caractère, la lisibilité et en même temps la petitesse. Et parmi ces grands ateliers renommés, j'en citerai deux particulièrement. Tout d'abord celui d'Aldemanus à Venise, et là vous avez une édition du Dante qui ne sera pas dans l'exposition Dante parce qu'elle est déjà en vitrine dans Géant et Nain. C'est la fameuse édition de la Commedia qui voit le jour au début du XVIe siècle et qui emploie un caractère qui, vous l'avez reconnu, est tout à fait révolutionnaire à l'époque, c'est le caractère penché, permettant de gagner de la place sur la page et qu'on va appeler le caractère italique parce qu'il provient justement de Venise. Un siècle plus tard, dans un autre pays, et cette fois-ci nous sommes du côté de la Hollande, ce sont les familles Elsevier. Je dis les familles parce qu'il y a plusieurs branches de cette dynastie d'imprimeurs, certaines actives à Amsterdam, d'autres à Leyde, et qui se sont spécialisées dans ces ouvrages de petite taille, souvent des classiques destinés au public des étudiants. Alors là, vous avez par exemple les tragédies de Sénèque, l'édition de 1678, elzévirienne, et voici ce que ça donne à côté de Crayon, pour vous donner une échelle, et voici ce que ça donne à l'intérieur, avec des polices employées pour les notes, notamment, qui sont d'une petitesse infinie et en même temps qui réussissent le défi d'être parfaitement lisibles. Alors, chose intéressante, au 19e, il y a eu une sorte de manie, de mode parmi les bibliophiles pour les Elzévirs. Mais alors là, il y a un côté pernicieux, mais ça le cas chez tous les bibliophiles. Hein. On a essayé, dans certains cas, de trouver les plus grands exemplaires de ces petits livres. Et c'était le défi d'aller trouver un Elzévir qui n'avait pas été massicoté par un relieur antérieur. Et celui-ci, à la Fondation Martin Bonnemer, vous le voyez, dispose sur les côtés de bandes noires qui montrent qu'en fait, c'est le papier total avec la limite de la casse typographique qui est encore visible et que donc le papier, l'ouvrage est resté tel qu'il est sorti de l'atelier de l'imprimeur. Et ça, c'était le saint Graal de tous ceux qui se promenaient avec un elzéviromètre qui leur permettait de calculer effectivement s'il y avait 1 ou 2 mm de plus ou de moins sur l'exemplaire. Alors d'autres, à l'inverse, parmi les typographes historiques, se sont ingéniés à faire du gros, du lourd, et c'est le cas justement de Bodoni que je vous citais tout à l'heure. Voici son édition fastueuse, gigantesque, hein, c'est 8 kg par volume, et c'est en 2 tomes, d'Homère. Ça paraît à Parme en 1808, et ce grand œuvre est dédié à Napoléon. Hein, évidemment, il a choisi le roi d'Italie de l'époque, puisqu'il portait aussi le titre de roi d'Italie à ce moment-là, pour lui dédier son travail. La seule page de titre que vous avez devant les yeux du tome 1 lui a demandé plusieurs mois de travail pour l'élaborer, réussir à graver les polices, à les établir bien entendu, et utiliser ces polices extraordinaires
qu'il avait inventé pour le grec, pour différentes langues exotiques, et puis évidemment la police bodonienne qu'il a également contribué à créer pour les caractères latins. Alors parfois c'est la nature de l'ouvrage qui demande le gigantisme. Alors ça va être le cas par exemple dans les sciences, et l'une des plus impressionnantes impressions anciennes dans ce domaine est sans conteste l'Atlas Klemke. L'Atlas Klemke, c'est un ouvrage unique, c'est un unicum. Il a été imprimé à un seul exemplaire, vous comprenez vite pourquoi. Et c'est un recueil de 37 cartes qui ont été gravées par les grands noms de la cartographie hollandaise, Hondius, Blaeu. Il mesure 1,75 m, une fois ouvert, et il mesure 1,75 m de haut et mesure déployé 1,90 m. Alors pendant longtemps, il a été le plus grand atlas imprimé du monde. Il était un des joyaux du département cartographique de la British Library, où il est conservé, et il n'a perdu ce titre, figurez-vous, qu'en 2012. Donc c'est tout à fait récent, sachant quand même qu'à chaque fois qu'on le déplaçait pour une exposition ou pour une photo comme celle-ci, il fallait quand même 6 personnes. Donc c'est vrai que ce n'était pas tous les jours, a priori. Alors la Fondation, elle possède un atlas qui s'appelle l'Atlas Major. Alors c'est un peu plus petit. C'est en 11 volumes. Ils sont magnifiquement reliés dans ce vélin doré hollandais strictement d'époque, et ça sort justement de l'atelier de Bleu, qui était ce grand cartographe d'Amsterdam. Donc on peut admirer à l'intérieur ces planches aquarellées, voilà, certaines d'un environnement qu'on connaît bien. Et c'est un ouvrage qui est extraordinaire, qui pèse quand même, là encore, c'est 6 kg, bon an, mal an, par tome. Donc c'est 66 kg pour la collection complète. Vous comprenez qu'on les répartit sur plusieurs rayons. Alors, depuis le temps des presses à bras Renan, les entreprises de ce type n'ont jamais cessé, et il y a des imprimeurs qui ont même rivalisé dans le défi de faire des grands écarts. Alors, je prendrai un exemple qui n'est pas à la Fondation, mais qui mériterait d'y être. Ça, c'est assez amusant, c'est l'éditeur et typographe américain Bruce Rogers, qui avait mis au point en 1950, c'est pas si vieux, dans le cadre d'un club de bibliophiles qui s'appelait le Limited Editions Club, une édition des Voyages de Gulliver en 2 tomes, associés dans un coffret. Alors, il y avait les Voyages de Gulliver vers le pays des géants, et puis il y avait les Voyages de Gulliver, effectivement, en direction de Lilliput. Donc, les 2 volumes mesuraient d'un côté 47 cm de haut, et de l'autre à peine 10, tout mesuré. Donc, c'était ici une sorte de rencontre, ce qui se basait sur le texte pour en donner une version imprimée. Mais pendant longtemps, à cette époque-là, donc on est dans les années 50, celui qui avait pulvérisé tous les records, c'était celui-là. Et celui-là, on le possède à la Fondation. Donc, vous vous rappelez, quand le fou montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Bon, bah là, il faut suivre le doigt pour voir qu'en fait, dessus, la tâche, c'est le livre. C'est le livre, c'est la Lord's Prayer, c'est la prière dominicale, le Notre Père, qui a été édité pour le compte du Gutenberg Museum en 1952 et qui a très longtemps détenu le record du plus petit livre imprimé, typographiquement parlant, et c'est d'ailleurs, il faut le reconnaître, le plus petit livre de notre collection. Alors la prière, le Notre Père, est ici présente en 7 langues, déclinée quand même en 2 tomes. Donc là, vous avez l'autre qui se trouve encore dans sa petite capsule de plexiglas, où il est conservé. Alors évidemment, on demandait aux personnes qui avaient à le manipuler de ne pas éternuer, surtout, parce qu'autrement, évidemment, on ne retrouvait plus le livre, c'était fini. Désormais, y a-t-il des limites? Parce que là, on parle de la typographie. Donc c'est un art de reproduction typographique. Mais il y a d'autres technologies qui sont apparues depuis. Et à vrai dire, les limites, elles ont été repoussées dans des technologies pointues qui sont mises en place par des universités comme le PFL ou d'autres. Et voici désormais où on peut aller dans l'infiniment petit. Voici un des plus petits livres au monde. C'est la fable Tiny Ted from Turnip Town de l'anglais Malcolm Douglas Chaplin, qui a été produit en 2007 par le Nano Imaging Laboratory de l'université Simon Fraser de Vancouver. Eh bien, il mesure 0,07 mm. C'est un nanolivre. Et vous ne pouvez le lire qu'en utilisant un microscope électronique à balayage, qui d'ailleurs fournit ici l'image que vous avez sous les yeux. On serait bien en peine de le lire, même avec un microscope traditionnel. Alors, tout cela, évidemment, a de quoi exciter les désirs des bibliophiles qui sont spécialisés dans ces livres nains. On les appelle des minusculistes. Et oui, ça existe. Qui sont d'ailleurs réunis dans la Miniature Book Society,
qui compte 500 amateurs de par le monde. Alors c'est un cercle créé en 1983, mais antérieurement, il y avait eu énormément de collectionneurs de petits livres. L'impératrice Eugénie, l'épouse de Napoléon III, en était une. Le président Franklin Delano Roosevelt en était un. Et puis, l'une des plus grandes amatrices de Tiny Books, c'était la reine Marie, l'épouse de George V, du roi George V d'Angleterre, qui avait mis au point une très très belle maison de poupées. Dans cette maison de poupées, qui fait quand même pas loin de 3 mètres de haut, eh bien, il y a une bibliothèque. Et cette bibliothèque n'est pas du tout constituée de livres factices, mais bel et bien de livres réels qui ont été commandés à tous les plus grands auteurs du moment. Conan Doyle, Kipling ont envoyé des mini-manuscrits, souvent de nouvelles inédites, qui sont écrits sur des petits morceaux de papier. Ça a été relié aux armes de la reine et ça compose maintenant les presque 200 volumes réels de la bibliothèque de la maison de poupée de la reine Mary. Alors du côté des amateurs de poids lourds, là il n'y a pas vraiment de collectionneurs de poids lourds. Il faut quand même avoir une maison particulièrement grande pour accueillir une grande collection. Alors ils peuvent en tout cas s'enthousiasmer pour des exploits qui sont récents. Par exemple, une édition brésilienne du Petit Prince qui est apparue en 2007 et qui fait quand même ses 2 mètres de haut. Ou alors cet unicum qui s'appelle « Voici le prophète Mahomet » qui a été fabriqué, imprimé en 2012 à Dubaï et qui fait, pour une taille ouverte, 5 mètres par 8 pour un poids de 1,5 tonne. Reçu le... Voilà, c'est pas une moquette, hein, c'est le livre là, vous avez devant les yeux. Donc vous voyez qu'il faut quand même une pièce de lecture qui soit assez grande pour pouvoir accueillir. Et évidemment, il est enregistré au Guinness Book des records comme étant le plus grand livre. Mais là, nous parlons de livres réalisés pour le goût du record, pour le goût du défi, en quelque sorte. Alors certes, nous en avons quelques-uns sur les rayons. Par exemple, ce magnifique petit manuscrit. Alors là, dans ce tout petit manuscrit, nous avons les 2 plus célèbres morceaux oratoires du président Lincoln. Son discours sur le champ de bataille de Gettysburg, 1863, et son discours d'investiture en 1865. Alors bon, il faut quand même avouer que les discours de Lincoln, ce n'est pas ceux de Fidel Castro. Hein. AB, comme on l'appelait familièrement, c'était quelqu'un de sobre et de sec. Donc en général, ces discours, c'était 2-3 paragraphes bien sentis, et puis ça passait. Donc forcément, ça explique quand même la petitesse de ce livre qui mesure 2,7 cm de haut. Mais enfin, il y avait quand même une gageure de le faire rentrer dans ce petit volume sur des feuillets de parchemin qui plus est, et avec une présentation extraordinaire puisqu'il s'agit d'ouvrages enluminés. Vous avez ici un superbe portrait du président assassiné en regard de cette citation « Autant je n'aurais pas voulu être un esclave, autant je n'aurais pas voulu être un maître ». Eh bien, ce minuscule, ce petit bijou a été créé par un atelier que je citais tout à l'heure, qui est celui de Francis Sangorski et George Sutcliffe, créé à Londres en 1901, et qui s'était taillé une réputation mondiale dans la confection des reliures riches décors dorés, comme on l'a vu sur ce petit manuscrit. Et il se trouve que le frère d'un des 2 créateurs, qui s'appelait Alberto Sutcliffe, lui s'était spécialisé dans les manuscrits, et c'est lui qui a réalisé ce superbe petit Lincoln miniature. Alors à l'inverse, toujours dans les extrêmes, mais pour se faire plaisir, parce qu'il n'y a pas vraiment d'utilité, à l'inverse, on a ça. Alors ça, c'est un inclassable. Ça vient de la donation de notre ami Michel Butor, qui nous l'avait offert en 2015. Et il a fallu la rencontre du grand poète et écrivain avec son ami artiste Martine Jacquemet pour créer ce livre qui s'appelle « Végétation du Salève ». Et quand tu as parlé de la végétation du Salève, eh ben on va aller en ramasser. Et donc, effectivement, Martine Jacquemet a inséré à l'intérieur de l'ouvrage, qui est constitué de bandes d'écorce, des branches de saule qui viennent directement du Salève et qui portent quand même la grandeur du livre à 1,15 m. Donc inutile de vous dire que pour ranger ça dans les rayons, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Notre atelier s'est arraché les cheveux pour créer une boîte et ça occupe un rayon entier, bien entendu. Évidemment, il n'y a que 3 exemplaires qui existent. Nous avons la chance d'avoir le numéro 2. A l'inverse, il y a des ouvrages dont la taille a été dictée par un véritable besoin, c'est-à-dire par l'usage qu'on en a. Alors c'est le cas par exemple avec le grand livre sur les toucans de l'ornithologue anglais John Gould. Alors imaginez-vous qu'il a passé des mois sur le terrain avec sa femme, capturer les oiseaux, les observer de loin. Sa femme faisait les croquis, ensuite fait les dessins aquarellés. Donc dans la mesure du possible, une fois revenu à Londres, c'est sûr que ce n'est pas quelque chose qui va paraître sous la forme d'un livre de poche.
Donc au contraire, on va prendre un grand folio dans lequel en fait le but est de représenter l'animal à une échelle assez proche finalement du 1-1. Donc ça donne effectivement un grand ouvrage que vous pouvez admirer en vitrine, et bien entendu ça fait le bonheur des naturalistes depuis les années 1830. Même souci, le souci de la précision et de porter l'information avec le maximum de précision dans cet ouvrage de 1 mètre de haut pour 60 cm de large. Vous avez ici une mise à l'échelle avant qu'il soit mis en vitrine. C'est le plus grand livre de la Fondation et il pèse une trentaine de kilos. Donc là, effectivement, il ne faut pas être 6, mais il faut être en tout cas 3 pour le transporter de manière sécurisée. Alors cet ouvrage, c'est quoi? C'est la publication des fresques du Campo Santo de Pise, réalisées en 1812 par le conservateur de l'époque qui s'appelait Carlo Lasigno et qui avait jugé intéressant et important de figer ces fresques médiévales extraordinaires qui avaient déjà 4 à 5 siècles à son époque et d'en fixer les couleurs qui commençaient à se dégrader. Et il a bien fait parce que la photographie a pris le relais à partir de la fin du 19e, sauf qu'en 1944, quand les fresques ont été endommagées par un bombardement malencontreux des forces anglo-américaines et qu'on a dû restaurer après la guerre ces fresques, les clichés en noir-blanc ne servaient pas. Et donc on a dû revenir à cette publication qui avait à l'époque presque 150 ans pour pouvoir avoir avec un luxe de détails la version d'origine de ces fresques médiévales. Parmi les aspects pratiques, il y a aussi la question de prestige. Et oui, c'est important de pouvoir faire de la propagande pour un État et donc avoir un ouvrage qui campe effectivement un personnage officiel, ça compte énormément, c'est très pragmatique. Alors ça a été la pensée de ceux qui ont mis au point le sacre de Louis XV en 1722. Alors il faut dire que le sacre précédent remontait, celui de Louis XIV, à près de 70 ans en arrière. Il n'y avait plus un témoin vivant. Tout le monde avait oublié les procédures. Donc ils se sont replongés dans les archives, dans les chroniques, ils ont mis au point cette cérémonie, puis ils se sont dit, bon, bah, ça serait quand même dommage de laisser perdre tout ça, donc on va mettre au point une sorte de copie de sauvegarde. Et ça a été un grand ouvrage gravé in folio avec des planches extraordinaires qui détaillent, avec un luxe de détails, la position de chacun des intervenants lors de chacune des phases du sacre. Et c'est effectivement ce qui a été employé 50 ans plus tard pour le sacre du petit-fils de Louis XV, le futur Louis XVI. Et bien entendu, ça manifestait la toute-puissance monarchique royale du début du XVIIIe. A l'inverse, on peut vouloir être discret. Alors ça a été le cas par exemple de Victor Hugo, qui en général n'était pas vraiment discret. Sauf qu'une fois exilé aux îles anglo-normandes, pour envoyer les textes qu'il avait composés contre Badinguet, contre Napoléon III, eh bien il fallait feinter et envoyer des passages des châtiments, des vers des châtiments ou des passages de Napoléon le Petit. En les sélectionnant, on les imprimait sur une feuille de papier toute simple. Ensuite, on pliait la feuille, ça donnait un petit fascicule et on glissait ça, hein, c'est impalpable, ça fait quelques grammes. On le glissait dans une feuille, ça partait pour la France et ça pouvait passer à travers les mailles de la censure. Alors là, vous avez une lettre ouverte à Lord Palmerston, ça c'est autre chose. Il est en train de critiquer le ministre de l'Intérieur anglais parce qu'en fait, il a refusé la grâce à un condamné à mort. Vous connaissez la position de Hugo sur la peine de mort. Et il dit à Lord Palmerston, je vous avais rencontré jadis à l'ambassade de France, d'Angleterre à Paris, et j'avais été frappé de la manière dont vous faisiez votre nœud de cravate. Je constate que vous faites également le nœud de cravate des autres. Quelques jours plus tard, Hugo était chassé de son premier lieu d'exil et devait changer d'île anglo-normande pour avoir attaqué le gouvernement de sa gracieuse majesté. Ça a été la même chose pour les publications de résistance. Et par exemple, si vous descendez dans le musée, vous verrez la première édition du poème Liberté, qui est en fait une impalpable plaquette, facile à déchirer et à mettre aux toilettes si par hasard il y avait une descente de la police allemande. Alors n'oublions pas pour finir que les formats concernent aussi les manuscrits. Et vous avez des auteurs, par exemple, qui ont exprimé leur caractère sur le papier, justement dans des formats qui correspondaient à leur tempérament. Par exemple, ici, nous avons un manuscrit, qui est une acquisition récente, d'Alexandre Dumas. Alors imaginez Dumas, le truculent Dumas, qui, comme on disait, a gagné 10 millions, en a dépensé 20, a vécu comme un osseur à peu près toute sa vie. Alors lui ne travaillait que sur du papier, in folio, parce qu'il lui fallait que son écriture s'étale, effectivement, sur de larges surfaces. A l'inverse, il y a des auteurs qui sont un petit peu plus, discrets ou renfermés. Alors par exemple, la jeune Charlotte Brontë, elle va écrire, quand elle était jeune, à 14 ans, pour ses frères et sœurs, 6 petits manuscrits d'une quinzaine de pages
qui sont les Young Men Magazine, et qui mesure 6 cm par 3. Et donc ça, c'est une jeune adolescente, une future auteure, qui est en train de faire ça pour le cadre familial. C'est passé en vente il y a peu de temps, finalement, à Grand Prix. Malheureusement, ce n'était pas chez nous. Par contre, chez nous, on a ça. Et ça, je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous reconnaîtra l'écriture. A priori, on ne pense pas que cet auteur aurait une mentalité un petit peu introvertie. Vous voyez la taille des caractères, on est proche des microgrammes de Balzer, et pourtant, c'est celui qui portait, le soir d'Hernani, le gilet rouge. C'est Théophile Gautier. Et Théophile Gautier s'est beaucoup amusé, et je pense que c'était aussi son goût, à faire ce genre de manuscrits de toute petite taille. On en possède plusieurs à la Fondation, mais celui-ci est vraiment le recordman, c'est le sonnet Parfois une Vénus. Donc pour conclure, je dirais qu'en notre époque, de textes dématérialisés sur tablette, d'ouvrages consommables à des formats totalement standardisés et prévus pour des bibliothèques d'origine Ikea ou autre, eh bien, on tend à oublier que finalement le livre a eu une morphologie, un poids, des tailles extrêmement divers dans une histoire vieille déjà de plusieurs millénaires. Au gré des fantaisies, géants, nains sont sortis des scriptoria, sont sortis des presses, manifestants politiques de prestige, recherche et défis typographiques, entreprises commerciales ambitieuses ou démocratisation de la lecture. Et c'est ce que nous avons essayé de faire à la fois dans l'exposition et dans ce livre qui est donc sorti, qui est donc un livre 100% Martin Bonnemer. Il n'y a que du Martin Bonnemer certifié à l'intérieur. Et il se trouve que la bibliographie sur ces questions de taille, finalement, la bibliographie existante est assez pauvre. Elle est assez rare, généralement de nature très spécialisée. Ce sont vraiment des listes de livres avec des dimensions, mais il n'y a pas de beaux livres. Ou alors ils sont très souvent anglo-saxons, anglais, mais pas dans le monde francophone. Donc c'était une belle occasion de pouvoir livrer ce contenu à partir de nos collections, appuyé sur des notices accessibles, disons, au plus grand nombre, et qui sont appuyées par d'excellentes photos de Naomi Wenger, notre photographe maison. Alors vous y allez y rencontrer une énorme Bible incunable, dotée de ses ferrures. Vous allez y rencontrer donc de l'Almanus, des Elzévirs, des Casins, pour parler des petits éditeurs, des gigantesques atlas, les premiers livres de voyage pour aller en Suisse, une sorte de petit guide qu'on mettait dans la poche quand on montait en diligence à la fin du XVIIe siècle. Bref, tels des Gulliver de la bibliophilie, je vous invite à découvrir donc les trésors de la Fondation Géants et Nains dans cet ouvrage, et puis bien sûr de venir nous rendre visite au musée pour les voir en vrai, enfin sortis des réserves dans lesquelles ils avaient été longtemps condamnés. Merci de votre attention.